Bonjour, je suis Benoît Fritsch et j'ai le plaisir de vous recevoir dans Sound of Change, le podcast original de Mountain Change Makers. Avant de recevoir notre invité, je souhaite prendre quelques minutes pour vous présenter Mountain Change Makers. Lancé en février 2024, Mountain Change Makers est un laboratoire d'action et un média dédié à la transition des territoires de montagne. Pourquoi un laboratoire d'action et pourquoi un média ? Le dérèglement climatique s'impose à nous tous. Les territoires de montagne sont en première ligne et doivent se préparer à un changement de modèle important. Ces changements sont un véritable défi pour les acteurs publics, économiques et associatifs. C'est un défi que nous devons relever collectivement en agissant sur nos modèles, nos métiers et même parfois sur nos vies personnelles. Et bien souvent, le point de départ de ces actions est l'adaptation d'un nouveau récit. Au-delà des constats, en partageant des connaissances, des initiatives prises sur le terrain, en évaluant les pistes et en identifiant les freins, Mountain Change Makers permet cette mise en mouvement. Nous avons fait le choix de la parole pour inspirer, la parole pour montrer la motivation et l'action, pour rassembler et créer une dynamique, la parole pour être responsable, donner la parole à ceux qui agissent de manière équilibrée et positive. Nous sommes le 21 mars, jour du printemps, mais aussi Journée internationale des glaciers dans cette année 2025, désignée par les Nations Unies, Année internationale de la préservation des glaciers. En ce jour, notre invité est une invitée, puisque Laurent Surbeck reçoit Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer, de la pêche de France. Il ne manque que la montagne. Un entretien exclusif enregistré à Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs en Savoie à l'occasion d'un événement conçu par le glaciologue Jean-Baptiste Bosson que nous avons déjà reçu dans ce podcast. Un événement dont l'objectif est de rendre compte de notre interdépendance avec les glaciers et la nature, repenser les territoires de montagne, agir et dépasser les modèles non soutenables avec la volonté d'engager les citoyens et les acteurs à passer à l'action. Madame la ministre, la France se réchauffe plus vite que la planète, la montagne plus encore. Qu'est-ce qui concrètement peut être et va être mis en place par le ministère pour, en 2025, année internationale des glaciers, pour préserver ces éléments incontournables du climat? Et est-ce que c'est encore possible? Alors, oui, c'est possible et c'est pour ça qu'on a engagé une action déterminée. Première chose, c'est le plan sur les risques glaciaires et périglaciaires. Là, il s'agit de faire des relevés sur tous les glaciers de toutes les montagnes françaises pour repérer s'il y a des risques, par exemple, de lacs sous-glaciaires qui pourraient à un moment forcer le passage et créer des risques majeurs pour les populations. Et c'est un travail qu'on va mener tout au long de cette année avec l'ONF, qui est un département spécialisé sur ça. Et puis, deuxième chose, qui est le vrai gros travail, c'est le plan national d'adaptation au changement climatique. Derrière ce plan national d'adaptation au changement climatique, il y a cette idée d'adapter le périmètre de la montagne, de reprendre le travail du plan sur les risques glaciaires et périglaciaires, d'amener nos préfets à travailler avec leur écosystème pour arriver à 100% de glaciers classés en zone de protection forte. Aujourd'hui, on en a à peu près 60%, mais on peut arriver jusqu'à 100% et à aller conclure des pactes avec le territoire. Et derrière ça, se poser la question, 4 objectifs. 1, les risques, je l'ai dit, comment on améliore notre connaissance scientifique, comment on accompagne les élus locaux pour mettre les capteurs, comment on éduque la population, sensibilise la population à ces risques. 2, comment on protège nos ressources, des ressources qui sont en train d'apparaître. Lorsque les glaciers se retirent, il y a une biodiversité qui apparaît, qui doit être, qui est d'une richesse incroyable et qu'on doit protéger. Mais c'est aussi la ressource en eau, évidemment. C'est les matières premières, c'est le bois. Troisième objectif, continuer à baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Et quatrième objectif, lorsqu'on a fait tout ça, on pose évidemment la question de c'est quoi les activités économiques demain? Qu'est-ce que l'avenir du ski? Qu'est-ce que l'avenir du pastoralisme? Est-ce que ça a toujours sa place dans nos montagnes? Et pour ça, moi, je veux bâtir une feuille de route avec toutes les parties prenantes de la montagne, les élus, les socioprofessionnels, les représentants des habitants, et ça se fera en 2 temps.
On va lancer une mission pour faire le tour de tous les dispositifs publics qui ont permis d'agir dans la montagne ces dernières années et les évaluer. Et on va donner cette mise de jeu au Conseil national de la montagne pour que le Conseil national de la montagne nous fasse des propositions sur c'est quoi la montagne durable demain, ce qui pourra permettre de construire un deuxième plan montagne que porteront mes collègues Françoise Gatel et Nathalie Delattre. Oui, c'était ma deuxième question. Le réchauffement, évidemment, il a ses conséquences. Il a ses conséquences économiques, évidemment, en montagne. Et c'est un sujet qui fait peur, ouvertement. Quel accompagnement concret, donc vous en avez déjà parlé, cette feuille de route. Est-ce que le ministère veut et doit agir sur demain, on invente quoi demain? Est-ce que cette feuille de route, c'est ça aussi, c'est rassurer pour dire demain, il y a un autre modèle, ou en tout cas, il y a d'autres modèles, il y a d'autres façons de vivre que ce qu'on a appris à vivre en montagne depuis les fameux plans montagne. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que un certain nombre de stations de ski ne seront plus demain, ne pourront plus demain vivre de cette activité. Donc ça appelle à un changement. On a finalement 25 ans devant nous, suivant la nature des domaines, pour préparer cela. Alors, tout de suite pour certaines d'entre elles, mais on a un petit peu de temps pour d'autres et réinventer finalement ce qu'est ces activités de montagne, ce tourisme de montagne, avec des atouts qui sont extraordinaires. Parce que si on compare la montagne à d'autres zones anthropocisées, la montagne a aussi une naturalité, des espaces qui vont s'ouvrir du fait de la disparition progressive de certains glaciers. Et ce sont aussi ces nouveaux espaces qu'il faut considérer et qui peuvent être portés ou être des opportunités pour fixer les populations qui aujourd'hui habitent en montagne, pour offrir d'autres expériences aux promeneurs et aux visiteurs, et pour rebâtir un pacte économique avec l'ensemble des acteurs. C'est pas facile, pas non plus vendre inutilement du rêve, mais c'est vraiment l'objectif que nous portons. La montagne a montré dans les années 60 qu'elle avait réussi à bâtir un modèle qui évitait les populations de quitter le territoire pour se regrouper dans les grandes villes. C'est un des espaces où l'exode rural a été limité. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que cette montagne reste habitable avec des perspectives économiques qui soient soutenables, tout en préservant ce qui fait son caractère exceptionnel, c'est sa naturalité et ses paysages. Comment on peut faire, et est-ce que votre ministère en a l'objectif et la force pour que la préservation de l'environnement, le travail sur la biodiversité devienne souverain au-dessus de toutes les thématiques qui sont, qu'elles soient économiques, qu'elles soient éducation, qu'elles soient tourisme? Attention, la préservation de l'environnement, je ne l'imagine que au service des hommes et des femmes. La planète, elle nous survivra, quoi qu'il arrive. En revanche, moi, la politique, l'écologie que je porte, c'est une écologie qui est à portée d'homme et qui est au service des hommes et des femmes, qui les protège et qui leur permettent d'évoluer dans un environnement, leur environnement, qui soit le plus protecteur et agréable possible. Et donc, par rapport à ça, cela nous oblige à continuellement concilier activité humaine et biodiversité. Il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Et continuellement se poser la question, pour chaque nouveau projet humain, quel est son coût-bénéfice, enfin, quel est son bénéfice au regard de son impact environnemental qui affecte l'humain. Et c'est dans cette démarche que je vais aller. En termes de budget, j'ai la chance de m'être battue pour préserver des budgets en hausse. Donc aujourd'hui, depuis 4 ans, le budget du ministère de la Transition écologique ne cesse d'augmenter, et il augmente aussi en 2025, contrairement à ce qu'on a pu entendre, quand bien même on est dans un moment de resserrement des crédits financiers. Et mon objectif, c'est de donner de la visibilité pluriannuelle et de faire en sorte aussi que ce que je vois sur le terrain, c'est-à-dire des collectivités locales qui sont en train de bouger et de mettre beaucoup plus de contenu écologique dans leur propre budget d'investissement, qu'on construise et qu'on mette nos forces ensemble. Peut-être mon budget va baisser un petit peu compte tenu des échéances auxquelles on fait face. Mais ce que je sais, c'est que collectivement, on mettra plus d'argent au service de l'écologie, au service de la protection des hommes et des femmes et au service
de la protection de la biodiversité, parce que c'est essentiel pour notre propre qualité de vie. Est-ce que ça va assez vite? Ça va toujours pas assez vite. Mais quand on regarde le chemin parcouru, quand on regarde la baisse des émissions de gaz à effet de serre depuis 7 ans, c'est-à-dire depuis que le président de la République a pris son mandat, nous avons baissé nos émissions de gaz à effet de serre de 20%. Nous avons baissé nos émissions de gaz à effet de serre en France depuis 1990 de 30%. C'est-à-dire qu'on a fait les 2 tiers du chemin en seulement 7 ans par rapport à 35 ans de période d'observation. Quand je regarde la manière dont on a travaillé sur la baisse des pollutions, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, et que je vois le chemin qu'on a parcouru, même s'il y a encore plein de zones qui ne sont pas satisfaisantes, je m'aperçois finalement qu'à chaque fois qu'on a pris le temps de bâtir des politiques publiques de manière co-construite avec les habitants et avec les élus, ça fonctionne. Donc oui, moi je suis optimiste au sens où on a des solutions, elles sont sous nos yeux, et je ne veux ni tomber dans le populisme crasse qui nous invite à ne plus rien faire au prétexte de défendre les gens, alors même que ce sont les plus précaires qui prendront en pleine figure le coût du dérèglement climatique, ou de tomber dans une éco-anxiété qui serait paralysante, où il faudrait tout interdire pour pouvoir avancer. Ce n'est pas vrai, on a des solutions, c'est à nous de les porter ensemble. Dernier point, Madame la Ministre, on parle de 2050. Avant 2050, il y a une autre date, ça s'appelle 2030, ça s'appelle les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver dans les Alpes françaises. Ces Jeux Olympiques seront réussis si et seulement si. C'est la thématique du livre blanc qu'on a décidé de coécrire au sein de Mountain Maker. Je vous pose aussi la question, ces Jeux Olympiques, ils seront réussis si et seulement si quoi? Si et seulement si on en fait le laboratoire pour réduire notre empreinte non seulement carbone, mais sur notre environnement. On le voit sur les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. On s'est donné comme objectif de faire les Jeux Olympiques les moins émetteurs de carbone de toute l'histoire des Jeux Olympiques. Et on y est parvenu. Et en faisant cet exercice, on s'est obligé à innover, on s'est obligé à passer des caps, on a fait des investissements structurants et durables, et ça nous a mis les pieds dans les reins. Et moi, je veux que ces Jeux Olympiques de 2030 aient ce même effet, c'est-à-dire de nous obliger à re-questionner nos modes d'occupation de la montagne et en lien avec les épreuves des Jeux Olympiques, comment on conduit effectivement ces activités, que ça nous oblige à faire des investissements qui seront durables. Je pense notamment aux ascenseurs valléens. Je parlais de pollution de l'air. La première source de pollution de l'air, c'est quand même le trafic automobile, en particulier en montagne, et que ça nous oblige à re-questionner nos modes de consommation et de production. Là, on pourra dire qu'on aura réussi. Les JO 2024 qui sont cités, on parle souvent de l'héritage, justement, ce qu'ils ont laissé, ce qu'ils auront laissé. Est-ce que ces JO P 2030, idem, l'héritage, qu'est-ce que ça doit laisser? Vous en avez touché 2 mots là avec la vision de la montagne. Est-ce que ça doit largement dépasser 2030? Est-ce que cela doit amener une vision de la montagne avec peut-être moins de neige, peut-être moins de tourisme? Je crois que ça doit d'abord être l'occasion de mobiliser les acteurs de la montagne pour porter cette nouvelle vision de la montagne et pour projeter une vision de la montagne à horizon 2050. Puisque ce qu'on fait en 2030, ce qu'on bâtit en 2030 avec l'ensemble des pays du monde qui nous regardent est une opportunité incontournable, et qui nous sera pas redonnée avant des années, de mettre le projecteur sur la montagne française, sur les Alpes françaises, et de montrer les atouts de cette montagne française. Donc, je crois c'est une occasion unique, effectivement, au-delà de 2030, au-delà de la réussite des épreuves, de la qualité des sites, de projeter surtout ce qui est notre ADN, votre ADN de montagnard, et comment vous voulez porter cette montagne qui sait conjuguer activité économique et préservation de la biodiversité. Juste pour finir, dernière question et en quelques mots, qu'est-ce que vous auriez, vous, Madame la Ministre, envie de dire à ceux qui doutent de la possibilité de faire concilier durabilité et économie? Je voudrais d'abord dire que le coût de l'inaction est 100 fois, 1000 fois supérieur au coût de l'action. Je voudrais aussi dire que l'inaction, ou plutôt la peur, c'est souvent un prétexte pour ne pas agir, et finalement, ça met en danger tous et toutes. Moi, j'agis sur 2 fronts. J'agis sur le front de la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre, et je fais le constat qu'on est en train d'y arriver. On a baissé de 20% en 7 ans. Personne n'aurait imaginé il y a 7 ans qu'on ait fait cette baisse des émissions de gaz à effet de serre. Je dis pas que c'est simple,
Je sais que dans les transports et les logements, le bâtiment, je suis face à de résultats plus modestes, plus décevants. Mais je vois que quand on s'y met, on a des résultats. Puis le deuxième pied, c'est l'adaptation au changement climatique. L'adaptation, c'est pas le renoncement, parce que ça prend en compte justement toute l'action qu'on fait en termes de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Mais cette adaptation, c'est aussi une façon d'anticiper, de prévoir, de protéger les gens et de les embarquer dans ce nouveau monde que finalement il nous appartient de construire. Et au fond, on a une chance ou une opportunité extraordinaire aussi de se re-questionner sur les communs que nous voulons mettre en place, la manière de la gouvernance que nous voulons mettre en place et les espaces, la manière dont nous voulons que ces espaces soient construits autour de nous. Donc, il faut aussi regarder sous cet angle d'opportunité les années qui sont devant nous et qui sont pour nos générations. Merci, Madame la Ministre. Merci à vous. Je retiens 4 grands points de cet entretien avec Agnès Pannier-Runacher. Le premier, c'est que la France veut placer 100% des glaciers français en zone de protection forte d'ici 2030. Nous y reviendrons dans Mountain Changemaker. Et protéger la biodiversité qui apparaît lors du retrait des glaciers. La deuxième, c'est l'affirmation que les territoires de montagne ont globalement, mais pas tous, 25 ans devant eux pour se réinventer les activités et le tourisme de montagne, avec des atouts extraordinaires pour le faire, et notamment favoriser l'habitabilité pour la population locale. Enfin, concernant les Jeux olympiques et paralympiques Alpes 2030, la ministre pense qu'ils seront réussis si et seulement si ils sont un laboratoire pour réduire notre empreinte carbone, mais aussi notre empreinte sur notre environnement, et nous obliger à re-questionner nos modes d'occupation de la montagne, à faire des investissements durables au-delà de l'événement, comme des ascenseurs valéens. Ces Jeux seront un moteur pour projeter la montagne sur une bonne trajectoire 2050, en conjurant attractivité et préservation de la biodiversité et des ressources. Et pour finir l'entretien, se rappelle que le coût de l'inaction est toujours plus élevé que le coût de l'action, un mantra qu'il est utile de répéter en ces temps d'incertitude budgétaire. C'était Sound of Change, le podcast de Mountain Changemaker. Merci de suivre ce podcast. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour enrichir nos propos et nos futurs podcasts. Je vous invite à découvrir tous nos programmes en vidéo sur notre plateforme et nos applications mobiles, à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram. Ce podcast est aussi à retrouver sur les principaux sites d'écoute de podcasts, Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Cet épisode de Sound of Change a été réalisé par Tom Surbeck.